Bonjour Sandrine Haussmann Bonjour Jeanne. et merci beaucoup de m'accueillir dans l'atelier Pierre Bartel où tu travailles et de parler un petit peu de ton travail en tant que luthière ici. Avec plaisir. Donc aujourd'hui on va parler du rôle du luthier, Oui. même si c'est un sujet très vaste, de réglage, de besoins du musicien, on va parler de plein de choses. Mais avant de rentrer dans des préoccupations vraiment techniques, je voudrais un peu savoir voilà, d'où tu viens, comment tu as démarré la lutherie, qu'est-ce qui t'a fait découvrir ce métier. Donc moi j'ai commencé cette approche avec la lutherie parce que je jouais du violon, petite, enfant. J'ai commencé à 4 ans, j'ai fait une dizaine d'années de violon et comme tous les musiciens, je me rendais chez un luthier à ce moment-là. Et donc j'ai découvert le métier comme ça. Et c'est plus tard, vers l'âge de 18 ans, que je me suis dit, tiens, ce métier, pourquoi pas. Donc je me suis renseignée, il y a plusieurs écoles qui permettent de faire de la lutherie. Il y en a une en France, à Mirecourt, il y en a une en Angleterre, à Newark, une autre en Italie, Crémone, il y en a plusieurs en Europe. Et moi je me suis orientée vers celle qui est en Angleterre. Donc je suis partie comme ça 4 ans en Angleterre pour apprendre la lutherie, pour apprendre à fabriquer et à restaurer les instruments. Et après ces 4 années d'études, je suis partie faire des stages un petit peu à l'étranger, aux États-Unis, à New York, j'ai travaillé un petit peu. J'ai été travailler en Israël aussi quelques mois. Et après avoir un petit peu voyagé, j'ai eu une petite expérience aussi avec Luthiers sans frontières à Cuba. Donc toutes ces expériences m'ont vraiment apporté quelque chose, mais à un moment j'ai eu envie de revenir sur Paris, qui est ma ville natale. Et j'ai frappé un peu à toutes les portes des ateliers. Il se trouve que cet atelier, Pierre Bartel, m'a proposé de rester en tout cas en stage pour commencer. Donc je suis restée quelques mois ici en stage avant d'avoir la possibilité de travailler, d'être employée. Donc voilà comment je suis arrivée à l'atelier Pierre Bartel. Tu nous as résumé tout en 40 secondes. Exactement. Mais alors, oui, donc, ce qui m'intéresse, c'est que du coup, tu as commencé à t'intéresser à la lutherie, enfin, tu as démarré tes études à 18 ans. C'est ça. Donc, c'est quelque chose qu'on peut se décider en tant qu'adulte et tu connaissais rien, tu savais pas manier un outil. Non, alors c'est vrai que j'ai sauté une petite étape, c'est que donc moi je faisais du violon avec une professeure à Paris pendant, comme je disais, une dizaine d'années. Il se trouve que sa fille était luthière. Et lorsque j'ai parlé de cette envie de faire de la lutherie, sa fille m'a proposé de faire un stage chez elle. Donc toutes les semaines, j'allais une fois par semaine dans son atelier qui était à Étampes pour avoir une première approche du métier. Parce que c'est vrai que ce métier, quand on est musicien, en réalité, on l'idéalise un petit peu aussi. Donc on ne sait pas réellement ce que c'est que le métier de luthier. Donc ça m'a permis d'avoir une première approche où j'ai appris à tenir un canif, à tenir un ciseau, à tenir un violon, tout simplement, et à avoir cette première approche de l'instrument, du métier. Et suite à ça, je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais partir en Angleterre, en tout cas dans cette école qui m'a acceptée pour faire mes études là-bas. Mais c'est vrai que quand on commence la lutherie, en tout cas en école, ça n'a en réalité pas grand-chose à voir avec le métier de luthier plus tard. On nous apprend à tenir des outils, à connaître le bois, à travailler le bois. Mais tout ça, c'est propre à l'instrument. Le métier de luthier, il est plus complexe que ça, puisqu'il y a le rapport au musicien, qui prend une part énorme en réalité dans ce métier-là, et à la musique en général, d'ailleurs. Et donc voilà, on apprend à fabriquer un instrument, mais derrière, quand on travaille dans un atelier, c'est une autre dimension. Et ça, on l'apprend avec les années d'expérience. Bien sûr, Ouais. parce que moi, ce que j'imagine, c'est que dans ton école de lutherie, tu as appris à fabriquer des instruments, à les réparer, Exactement. à les restaurer. Mais quand tu as un musicien qui vient te voir et qui vient te dire je comprends pas, j'aime. Voilà. Ça, on ne l'apprend pas en école de lutherie. D'accord. Et on y est confronté une fois qu'on est en atelier. Pas dans tous les ateliers d'ailleurs, parce qu'il y a des ateliers dans lesquels les luthiers vont rester à l'établi, et puis c'est d'autres personnes qui vont s'occuper des musiciens au magasin. Mais en tout cas, ici, ça a été le cas. Et dans les ateliers dans lesquels j'ai eu des expériences, c'était le cas. Donc on est confronté en effet aux musiciens qui nous disent j'ai tel ou tel problème. Et ça, on ne nous apprend pas forcément à les résoudre en école. Donc ça, c'est vraiment
l'expérience qu'on acquiert au fil des années et puis auprès des gens avec lesquels on travaille, on est formé. Pour moi, ça a été Pierre Bartel quand je suis arrivée ici, ça a été d'autres luthiers dans mes diverses expériences avant ça. Donc, et elles sont toutes enrichissantes parce que chaque luthier travaille différemment aussi, et chaque luthier a son approche. Et ce qui est intéressant, c'est de s'enrichir de toutes ces approches diverses et puis d'ensuite en faire quelque chose. Donc moi, en tout cas, c'est la façon dont j'ai été amenée à découvrir le métier de luthier. C'est principalement l'expérience en atelier, les années de travail. 4 années de formation, mais des années et des années d'expérience derrière à apprendre le métier. Et donc, au fur et à mesure de ton expérience en tant que luthière, est-ce que tu as voulu te spécialiser dans quelque chose? C'est plus la fabrication ou la restauration ou le contact avec les musiciens? Un peu de tout? Alors, en effet, c'est vrai que, par exemple, en école, on nous apprend quand même principalement à fabriquer un instrument. Une fois qu'on sort de l'école, il faut savoir un peu dans quelle direction on a envie d'aller. Il y a des luthiers qui vont se spécialiser en fabrication. Ils vont s'installer la plupart du temps à leur compte assez rapidement. Ils vont avoir quelques expériences dans des ateliers de fabrication, mais très souvent, ces luthiers vont s'installer à leur compte assez vite. Et puis, il y a le fait de travailler dans un atelier de lutherie où finalement la fabrication, elle n'a pas forcément énormément de place. Ce qui va prendre beaucoup de place dans la plupart des ateliers de lutherie, ça va être tout ce qui est restauration d'instruments, réparation d'instruments, ce qui est une petite nuance, et puis réglage avec les musiciens. Ça, dans un atelier comme celui-ci, ça prend énormément de place. On travaille beaucoup avec les musiciens pour essayer à leur contact d'améliorer leurs instruments, d'être présent pour eux quand ils ont une échéance, que ce soit un concours, un concert. À ce moment-là, ils viennent nous voir et on regarde ensemble ce qu'on peut faire avec eux pour qu'ils soient au mieux, le plus à l'aise possible le jour de leur concert ou de leur concours. Donc pour être bien au clair des termes, quand tu règles un instrument, ce qu'on appelle le réglage, c'est pas quelque chose où tu vas vraiment modifier l'instrument, où tu vas changer quelque chose de fondamental. On touche à des choses qui sont mobiles. On parle de l'âme, du chevalet, exactement, des cordes. Le réglage, ça prend en compte beaucoup de choses. C'est vrai que quand on parle de réglage, très souvent, on va penser à l'âme. Ça peut être des réglages d'âme, tout simplement. Donc, on va avec le musicien travailler on va le faire jouer d'abord pour entendre quel est le problème. Pour moi, un réglage, c'est important aussi de voir le musicien. J'écoute évidemment l'instrument, mais je le regarde aussi jouer. Et très souvent, à sa tenue, à la façon dont il pose l'archet sur la corde, je vois quasiment immédiatement s'il y a un problème ou pas. Ça, c'est aussi l'expérience qui nous permet d'apprendre ça. Et parce qu'en fin de compte, un bon réglage, c'est pas tant l'instrument qui va mieux sonner, c'est le musicien qui va être tout de suite à l'aise avec l'instrument, qui va pouvoir le faire mieux sonner. Pour moi, c'est assez important de comprendre cette nuance-là. C'est pas l'instrument qui sonne mieux, c'est l'instrument qui est bien réglé et qui permet au musicien de s'exprimer et d'être à l'aise et de bien le faire sonner. C'est incroyable, de ce que tu dis, je trouve ça surprenant. Enfin, on dirait que tu gères l'instrument par rapport au musicien que tu entends et c'est pas juste l'instrument qui est meilleur. Complètement, et c'est pour ça qu'on ne peut pas régler d'ailleurs 2 instruments de la même manière, parce qu'il faut s'adapter au musicien, il faut comprendre son jeu. Un même instrument, si on le donne à 2 musiciens différents, il ne va pas sonner du tout de la même manière. C'est pour ça que moi je trouve ça quasiment impossible en fait de faire un réglage sur un instrument avec un musicien pour quelqu'un d'autre. Parce qu'ils ne vont pas avoir le même jeu, la même technique d'archet, les mêmes envies aussi sonores. Il y a des musiciens qui vont chercher un son très doux, d'autres qui vont chercher beaucoup de puissance. Et donc d'un musicien à l'autre, on va avoir des recherches de sonorités différentes. Donc c'est très important. Il n'y a pas de règle en fait dans le réglage. Il faut s'adapter à un moment T à l'envie du musicien. Et l'envie du musicien, elle-même, elle peut évoluer. C'est-à-dire que on va avoir un musicien qui va chercher, par exemple, à avoir un instrument très puissant parce qu'il a un concours important et qu'il sait que c'est ce qu'on va lui demander, par exemple, en concours. Pour autant, lui, au quotidien, a envie d'avoir un son assez chaleureux, assez intimiste peut-être.
Et à ce moment-là, en fonction de son envie aussi du moment et de son répertoire aussi, parce qu'il y a le répertoire qui est très important, on va régler l'instrument différemment. Pour ça, ça prend du temps aussi. Il faut connaître bien le musicien, il faut connaître bien son instrument. Et c'est pour ça que souvent les relations avec les musiciens, elles se font sur des années et des années. Et que c'est important d'avoir un échange qui se crée sur du long terme parce que c'est comme ça qu'on comprend au mieux le musicien et ses recherches et ses attentes. C'est en travaillant avec lui ou elle sur le long terme, véritablement. Mais tout ça, c'est passionnant, c'est enrichissant, et pour le musicien et pour nous, parce qu'on apprend quotidiennement tout un aspect psychologique aussi autour du musicien qui est très important. Arriver à comprendre quand il y a un problème, justement, si c'est une angoisse personnelle, si c'est vraiment l'instrument qui a un problème. Moi, je considère 95% du temps, quand il y a un problème, c'est quand même qu'il y a un problème avec l'instrument. Des fois, on se dit, bon, le musicien est stressé, etc. Ah oui. Il n'est jamais stressé par hasard. Donc il y a toujours une raison. Donc à nous d'arriver à comprendre la difficulté qu'il a à un temps T pour régler au mieux l'instrument pour qu'il se sente à l'aise, encore une fois, au moment de l'échéance. Mais c'est marrant, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, quand j'ai des élèves, et j'en parle avec d'autres profs de violoncelle ou d'autres instruments, c'est pareil, les élèves viennent nous voir avec des problèmes et souvent on va leur dire 95% du temps, c'est toi qui peux changer quelque chose. Et c'est probable que l'instrument va bien. Et toi, tu peux gérer tes attaques, ta place d'archet. Et donc, avant d'aller penser que c'est l'instrument qui a un problème, parce que ça existe aussi de se dire que... Complètement. Tu vois, c'est marrant et c'est là que le rôle du professeur, j'imagine, du musicien, est complémentaire aussi avec le rôle du luthier. C'est-à-dire que nous, on peut régler un certain nombre de problèmes, mais pas toujours. Mais c'est vrai qu'on a aussi, et j'en discutais avec une amie musicienne qui est professeure également, qui me disait, de temps en temps, je demande à mes élèves de faire telle ou telle chose sur l'instrument, et je me rends compte qu'en fin de compte, ils ne peuvent pas le faire parce que leur instrument ne leur permet pas de le faire. Et c'est pour ça que de plus en plus, elle me disait qu'elle essayait les instruments de son élève pour comprendre justement d'où vient le problème. Et le problème, il vient aussi du fait qu'en réalité, l'instrument ne permet pas à l'élève tel ou tel geste technique. Donc là, à voir avec le luthier, en effet, si elle a la possibilité de régler l'instrument de manière à ce que ce geste technique soit réalisable ou pas. Et à ce moment-là, ça demande une adaptation, j'imagine, technique de la part du musicien. Donc quand tu parles de gestes techniques, tout ça, bon, on est aussi dans des niveaux avancés de musiciens, avec des musiciens qui viennent te voir en disant, finalement avec des objectifs précis. Je veux que ça sonne plus, j'ai un concours. Mais si on revient vraiment à la base avec quelqu'un qui ne maîtrise pas forcément bien son instrument, mais qui juste a un problème de son, qui n'est juste pas satisfait, mais qui ne sait pas d'où ça vient, avec quelque chose qui est finalement abstrait. Comment tu commences un réglage ? Dans ce cas-là, on va essayer de régler l'instrument de la manière à ce qu'il soit le plus facile à jouer possible. C'est-à-dire que le musicien qui n'a pas forcément suffisamment d'expérience pour dire là, ça ne fonctionne pas, mais pas savoir d'où ça vient, là, ça va être à nous d'essayer de faire en sorte qu'à minima, il soit à l'aise quand il joue. Ensuite, évidemment, il y a tout un travail à faire avec le professeur pour améliorer, pour régler les problèmes. Mais nous, on va essayer d'entendre, d'écouter, de le regarder jouer, comme je disais, et de régler l'instrument de manière à ce qu'il soit facile, à ce que nous, de l'extérieur, on ait l'impression qu'il sonne bien et qu'il ne soit pas en difficulté. Et c'est vrai que ça, c'est encore un autre aspect, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes musiciens, notamment, qui ne savent même pas en réalité qu'il y a des choses à faire sur leurs instruments. Moi, je croise plusieurs jeunes, des fois, quand je leur demande quand date leur dernier réglage, en réalité, ils n'en ont jamais fait. Ils ont leur instrument qui sonne comme il sonne et ils ne se sont jamais dit peut-être que je pourrais améliorer telle ou telle chose. Ils voient bien qu'ils ont des problèmes pour faire certaines choses, mais ils ne se sont jamais dit il y a quelque chose à faire. Donc c'est important pour nous aussi, du coup, à l'atelier, de les éduquer à ça. Déjà de leur apprendre comment fonctionne leur instrument. Souvent ils n'ont pas d'idée de comment est fabriqué un instrument, à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc on les amène des fois à l'atelier pour leur montrer un instrument ouvert, leur montrer
qu'est-ce que c'est qu'une barre d'harmonie, qu'est-ce que c'est que l'âme, à quoi servent les ouïes, enfin, une éducation vraiment à l'instrument de musique. Et ensuite, une éducation à et l'entretien de leur instrument et l'importance d'aller régulièrement chez le luthier pour faire des réglages, pour faire des contrôles aussi. De temps en temps, leur instrument sonne moins bien, ils ne savent pas pourquoi. En réalité, c'est tout simple, il y a un décollement, il faut recoller l'instrument, mais ils ne sont pas éduqués à ça, donc ils ne savent pas que de temps en temps, l'instrument se décolle et il faut aller le faire recoller. Ça ne se voit pas. Et ça, quand il n'y a personne qui nous apprend à le déceler, en effet, on ne peut pas le savoir. Donc pareil, on va leur apprendre à essayer de déceler tous les petits problèmes qu'il pourrait y avoir sur leur instrument, pour qu'ils ne se retrouvent pas avec des problèmes un jour, à ne pas pouvoir les résoudre et à être frustrés parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi l'instrument ne sonne pas bien. Donc on essaye d'avoir cette approche avec eux, voilà, de leur apprendre simplement à entretenir et à comprendre leur instrument en réalité. Et à savoir qu'il faut faire des réglages régulièrement, pas rester avec une frustration trop longtemps. Et alors, donc concrètement, pour revenir au... Qu'est-ce qui se passe quand tu fais un réglage? On a parlé de l'âme tout à l'heure. Donc l'âme, c'est le petit bout de bois, le petit cylindre de bois qui est un petit cylindre d'épicéa qui est placé à l'intérieur de l'instrument sous le pied du chevalet. En réalité, on a le chevalet donc est posé sur la voûte et côté aigu, on va avoir ce qu'on appelle l'âme, qui est donc ce petit cylindre de bois qu'on va pouvoir déplacer pour les réglages, donc il est simplement maintenu en tension à l'intérieur de l'instrument. Et de l'autre côté, côté basse, on a ce qu'on appelle la barre d'harmonie, qui elle est collée à l'intérieur de l'instrument et qui va également avoir cette fonction de soutien de la voûte, parce que le chevalet exerce une pression assez importante au niveau de la voûte. Donc côté basse, la barre d'harmonie, côté aigu, l'âme. L'âme, on va influer en la déplaçant légèrement, soit en la reculant du chevalet, soit en la déplaçant côté basse, côté aigu. Et en fonction de la place qu'on va lui donner, l'instrument va sonner différemment, il va être plus ou moins facile à jouer, il va être plus ou moins chaleureux, plus ou moins brillant, plus ou moins réactif. Donc ça, c'est ce travail qu'on fait avec le musicien pour régler les problèmes qu'il peut avoir à ce moment-là. Mais le réglage, c'est vrai que ça peut être encore plus complexe que ça, puisque en réalité, absolument tout a une importance sur l'instrument. La longueur d'attache cordier par exemple, le choix du bois du cordier, le choix du bois de la mentonnière, le chevalet en lui-même évidemment, les cordes énormément. Donc la complexité du réglage, c'est de savoir juger de sur quoi on va interagir là, maintenant, tout de suite, pour améliorer les choses. Moi, je sais que je regarde beaucoup l'instrument, j'observe beaucoup l'instrument, j'observe le musicien aussi. Et en fonction de ce que j'observe, je vais me dire, tiens, là, peut-être qu'en effet, c'est l'âme sur laquelle j'ai envie d'essayer de jouer aujourd'hui. Si je vois qu'il y a un problème avec le cordier, je vais me dire, tiens, on va essayer de faire quelque chose d'autre au niveau du cordier. Le chevalet, pareil. Ça, comme je disais, c'est un peu l'expérience qui fait que je vais intuitivement me dire, c'est ça qui pose problème aujourd'hui, ou en tout cas, j'ai envie d'essayer ça pour voir si ça fonctionne. Sachant que la lutherie, ce n'est pas une science exacte, que chaque instrument réagit différemment, et que tant qu'on n'a pas essayé concrètement, on ne peut pas affirmer à 100% que ça va marcher. Avec le temps, avec l'expérience, on se doute de ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher, mais il faut tester. Le choix des cordes, c'est très important. Moi, j'essaye au maximum, justement, aussi avec les jeunes musiciens, de faire des tests de cordes différentes sur leurs instruments, parce que les cordes, c'est une réalité, c'est un budget que les musiciens, les jeunes musiciens notamment étudiants, ne peuvent pas toujours se permettre de tester telle ou telle corde, parce que voilà, c'est compliqué. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaie de prendre le temps à l'atelier, c'est de tester avec eux quelques marques différentes. On voit ensemble ce qui fonctionne le mieux, et puis ensuite, voilà, ils savent que cette marque-là fonctionne bien, en tout cas pour leur répertoire, pour ce qu'ils ont à faire. Mais c'est du temps à prendre à chaque fois avec chacun, mais c'est important. Bien sûr. Ouais. L'autre question que je me posais, c'est quand un musicien vient te voir et qui ne connaît pas forcément le langage que toi tu utilises en tant que luthière, il va utiliser d'autres mots, et c'est aussi important ce qu'il te dit comment tu traduis les mots qu'on peut te dire. Par exemple, moi, pendant des années, j'ai dit à mon luthier que je voulais plus d'harmonique, plus de résonance. Et en fait, un jour, il m'a dit, non mais, faut que tu parles de fondamental.
Alors, c'est pour ça que c'est important de connaître le musicien, d'apprendre à connaître le musicien avec le temps, parce qu'en effet, chacun a son propre langage. Et si un musicien va me dire que son instrument est trop tendu, bon, moi j'ai mon idée de ce qu'est un instrument tendu, mais peut-être que lui en réalité est en train de dire autre chose. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'entendre aussi ce qu'il veut, l'entendre jouer pour savoir ce qu'il est en train d'essayer de me dire. Des fois, c'est évident, on a le même langage et ça se passe du coup très rapidement. Des fois, on n'a pas le même langage et là, bah voilà, il faut arriver à comprendre ce qui se passe. Et comme je disais, c'est pour ça qu'avec chaque musicien, c'est différent. Et avec chaque musicien, il faut du temps. Et cette notion de langage, elle est intéressante et on arrive toujours à se comprendre. En 98% des cas, on se comprend. Mais on n'a pas toujours le même vocabulaire. Du coup, toi, tu es souvent à l'écoute et tu essayes de comprendre la personnalité que tu as en face de toi parce que finalement, il y a, je veux dire, un musicien peut parler de beaucoup de manières en fonction de son niveau, de son âge. Exactement. Donc, c'est quelque chose que tu as développé avec l'expérience. Complètement, oui. Savoir, en effet, si on a affaire à un musicien professionnel ou un amateur, un étudiant, on va pas aborder les choses de la même manière du tout. Donc ça, c'est important d'être à l'écoute énormément. Je pense que le musicien le ressent aussi. Et dès lors qu'on est à l'écoute, il va s'exprimer beaucoup plus facilement, beaucoup plus librement. Il y a beaucoup d'étudiants qui n'osent pas aussi des fois exprimer leurs problèmes. Je pense qu'il y a aussi cette notion des fois de jugement peut-être. Je connais plusieurs jeunes qui n'ont pas été chez le luthier pendant des années parce qu'ils avaient peur d'aller chez le luthier, voilà. Ils avaient peur d'être jugés. C'est très intimidant d'arriver à froid. Tu sors du métro, de ta voiture, et tu dois jouer devant quelqu'un que tu ne connais pas. Tu n'as pas du tout préparé, tu n'as pas de partition, et tu dois jouer quelque chose. Et en plus, il faut tout montrer, donc il faut les 4 cordes. Donc, c'est limite, il faudrait apprendre un morceau qu'on connaît très bien et qu'on joue vraiment pour essayer un instrument ou pour montrer un réglage à un luthier, mais c'est très intimidant. Mais je comprends et je le vois et je l'ai vu à plusieurs reprises. Et justement, notre rôle, c'est vraiment on n'est pas du tout dans le jugement. Nous, on est là pour aider le musicien. Donc il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. C'est pas grave. Si on ne sait pas quoi jouer, c'est pas grave. Si on n'a pas été chez le luthier depuis 5 ans, aujourd'hui on est là, on va faire le réglage ensemble, on va faire ce qu'il faut ensemble, on va apprendre ensemble à entretenir son instrument. Il ne faut vraiment pas avoir peur de ça. En tout cas, c'est ce que j'essaye de dire aux jeunes qui viennent, et aux moins jeunes, parce que toute génération confondue, qu'on est là pour eux, vraiment. Donc il ne faut pas hésiter. Quand tu as des élèves donc plutôt adultes qui sont vraiment débutants, qui n'ont pas forcément de professeur parce que ils apprennent tout seuls, donc ils ne savent pas jouer grand-chose. Est-ce que tu arrives quand même à pouvoir les aider, à pouvoir agir, même sur des cordes à vide? On essaye, justement, en effet, on s'adapte, donc on leur demande une gamme, par exemple. Ça nous permet déjà d'avoir une première idée des cordes à vide, tout simplement. Donc on s'adapte et en effet, si le musicien soit n'est pas capable de faire autre chose, soit a peur de faire autre chose, c'est pas grave. On essaye nous justement d'utiliser nos sens pour l'aider au mieux à régler ses problèmes. Donc le tout, c'est d'être à l'écoute, ce qu'on essaye au maximum de faire en tout cas pour que personne ne se sente lésé ou ne sente n'aie de crainte en tout cas d'appréhension à venir chez le luthier. Chez les violoncellistes en particulier, il y a un gros problème qui revient souvent, pour lequel les professeurs vont dire va chez le luthier, c'est quand on a un problème de loop, un problème de roulement. Et souvent, c'est pas toujours bien identifié. Qu'est-ce que c'est que ce gros bruit qui survient quand on joue un fa dièse? Donc, tu peux peut-être nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Le loop, pour faire simple, c'est des vibrations qui vont s'entrechoquer entre la note jouée et la note de l'instrument. Les deux fréquences vont sonner en même temps et en fait ça va créer un phénomène un peu particulier qu'on appelle le loop et qu'on retrouve sur beaucoup de violoncelles, principalement sur quelques violons et altos également.
Et c'est vrai que c'est embêtant pour les musiciens parce que quand ils sont là, on a du mal à les faire partir en général. Ils arrivent toujours sur une note en particulier qui est très gênante. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'atténuer au maximum le loop pour qu'il ne soit pas gênant. On va rarement arriver à l'enlever complètement, mais au moins l'atténuer, soit en utilisant des anti-rouleurs, soit en jouant sur la tension par les cordes, par la longueur d'attache cordier justement, par la tension de lame. Donc avec tous ces petits ajustements qu'on peut faire sur l'instrument, on va essayer d'atténuer ou de déplacer le loop. Le déplacer, donc qu'il ne soit pas sur une note qui soit gênante pour le musicien, qu'il soit entre deux notes, enfin, un endroit où en tout cas il peut jouer sans être embêté. Oui, parce que quand j'étais venue te voir, Ouais. j'avais un problème de son et tu avais fait un réglage sur mon âme et ça avait déplacé le loop. Exact. Et du coup, ça gênait beaucoup C'est moins ça. après. C'est l'idée. C'est très compliqué de l'enlever complètement, mais en tout cas, on va faire en sorte qu'il ne soit pas gênant. Mais ça n'a rien à voir avec la qualité du violoncelle. Non. Ni l'âge ou non. On a même tendance à dire qu'en général, quand un instrument a un loup, c'est qu'on a un instrument qui résonne bien et que justement, on a un instrument qui est intéressant. Bon, c'est ce qu'on dit. Okay. En réalité, ça n'a pas du tout de rapport avec la qualité intrinsèque. Et tous les instruments, quasiment, violoncelle en tout cas, ont un loup, quasiment tous. Donc c'est une histoire de conception. Voilà. Mais tu dis que ça arrive sur une note en particulier, mais souvent c'est quand même la même note, c'est autour entre le fa et le sol. Oui, en général exactement, c'est autour de la même note. Les loups vont avoir tendance à se déplacer des fois tout seul en fonction. En fait, l'instrument est vivant. Les instruments, ils sont faits en bois et le bois va avoir tendance à se rétracter, à gonfler en fonction de l'hygrométrie ambiante. Et en fonction de tout ça, ça va changer un petit peu la fréquence, en fait, résonance de l'instrument, ça va changer un peu la note de temps en temps. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on rajoute du poids avec des anti-rouleurs. C'est pour, donc en ajoutant du poids, on change la fréquence, la note de l'instrument en elle-même. Donc c'est pour ça qu'on essaye de déplacer le loup, en montant un tout petit peu la note ou en descendant un tout petit peu, de manière à ce qu'il ne se retrouve pas à un endroit trop gênant. D'accord. Et est-ce que tu peux aussi jouer sur la longueur de corde en bougeant le chevalet ou c'est pas du tout quelque chose que tu vas faire? Oui, on peut le faire. Alors ça, c'est quand le musicien a des problèmes d'écart, par exemple. S'il a des écarts trop grands, on va réduire ce qu'on appelle la longueur de corde vibrante. Donc on va déplacer... Entre le sillet et le chevalet, c'est la longueur de corde. Ouais. Donc si les écarts sont trop grands, que le musicien n'est pas à l'aise, qu'il y a un inconfort, on peut réduire un tout petit peu cet écart en avançant un tout petit peu le chevalet. Maintenant, on a des normes à respecter pour que l'instrument continue de sonner correctement. Donc, on a quelques millimètres de jeu possible, pas énormément. S'il y a des problèmes qui persistent, on peut imaginer faire des travaux plus conséquents sur l'instrument, au niveau du manche, au niveau du sillet, pour régler les problèmes éventuels. Mais en effet, ça fait partie des réglages aussi qu'on peut faire pour le musicien. C'est plus complexe, ça demande plus de temps, mais il y a des choses à faire, souvent. Après, quand il y a des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre au réglage, on peut être amené à agir de manière un peu plus importante sur l'instrument. On peut être amené de temps en temps à détabler l'instrument pour notamment, on parlait de la barre d'harmonie, et la barre d'harmonie c'est très très important aussi, une fonction très importante dans la sonorité de l'instrument. Donc quand il y a des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre, on peut penser éventuellement à changer la barre d'harmonie. C'est des choses qui peuvent se faire. C'est des gros travaux quand même. C'est des gros travaux. En n'étant pas sûr si ça marche. C'est des gros travaux, c'est pour ça qu'on les fait uniquement quand on a tout essayé avant. Ah oui. Voilà, on va pas ouvrir un instrument pour le plaisir de l'ouvrir. On l'ouvre uniquement quand on est sûr qu'on a tout essayé avant et qu'il n'y a pas d'autre choix possible. Ça peut être des travaux au niveau de la barre d'harmonie, mais ça peut être d'autres choses. De temps en temps, les musiciens ont des vibrations, par exemple, parasites. On a tout essayé pour essayer d'atténuer ces vibrations. Elles sont toujours là.
à un moment, on peut se dire, peut-être que ça vient de quelque chose à l'intérieur de l'instrument qui peut être décollé. Ça peut être une contre-éclisse, ça peut être un taquet, ça peut être la barre aussi, ça peut arriver de temps en temps. Donc là, on sait qu'on n'a pas le choix, il faut ouvrir l'instrument. C'est des opérations qui sont importantes, Oui. qui font peur souvent aux musiciens. En réalité, c'est des opérations qu'on fait quand même très régulièrement et on a l'habitude. Donc on sait aussi que il n'y a pas de risque majeur à faire cette opération-là dès lors qu'on la contrôle, qu'on la maîtrise. C'est vrai que c'est une angoisse pour le musicien de se dire qu'on va ouvrir son instrument. C'est surtout d'imaginer de voir ça, quand on a un instrument depuis plusieurs années, voilà. Ça donc fait là, quelque après, chose. il y a deux écoles. Il y a les musiciens qui nous demandent à venir régulièrement pour voir l'avancée des travaux. Puis il y a d'autres qui ne veulent pas du tout voir leur instrument ouvert. Donc on fait en fonction des musiciens. D'accord. Et sans aller aussi loin que donc, le détablage, parfois il y a tu t'appelais ça des vibrations tout à l'heure, je ne sais pas si on parle de la même chose, mais parfois quand la corde est vieille, elle zingue et elle touche ou même quand elle n'est pas vieille d'ailleurs, mais parfois les cordes graves, elles vibrent plus lentement et donc ça touche la touche. Oui, tout à fait. Ça veut dire par exemple que le chevalet est trop bas ou que l'arrondi, on peut gérer aussi l'arrondi du chevalet et l'arrondi de la touche aussi. Alors, ce qui se passe, c'est comme je disais tout à l'heure, l'instrument est vivant. Donc, de temps en temps, le manche peut bouger aussi. Ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup quand on passe de l'été à l'hiver. En France, on commence à le voir parce qu'on commence à avoir des températures extrêmes de temps en temps, d'une année sur l'autre. Mais par exemple, aux États-Unis, pour eux, c'est très très fréquent. Ils ont par exemple un chevalet d'été, un chevalet d'hiver, sur leur violoncelle principalement. Oh, wow. C'est assez fréquent de voir ça. Et pourquoi ? Parce que le manche va bouger. Donc en réalité, c'est le fond qui va se rétracter ou qui va gonfler. Et en fonction de s'il se rétracte ou s'il gonfle, le manche va monter ou baisser. Ce qui fait que de temps en temps, les cordes se retrouvent plus proches de la touche. Et c'est ce qui va créer ce zingement en pizz ou à l'archet. La corde, du fait de sa vibration, va venir zinguer contre la touche. Donc ça peut être une explication. Il peut y avoir d'autres explications, c'est qu'avec le temps, la touche crée des bosses et des creux, et de temps en temps, il faut la raboter. Ça peut arriver aussi. Ah oui, parce que ça, c'est vrai que ça ne se voit pas à l'œil nu, mais l'impact des doigts... des doigts, des cordes. Donc ça fait partie de touche. l'entretien qu'on essaye de faire avec les musiciens régulièrement sur leurs instruments. Vérifier quand il y a besoin de raboter la touche. Encore une fois, c'est des choses qu'on ne fait pas très régulièrement. Il faut le faire quand c'est nécessaire uniquement. Parce que ça peut avoir un impact aussi sur la sonorité de l'instrument. On enlève de la matière, donc ça peut changer un petit peu le son de l'instrument. Mais de temps en temps, il n'y a pas le choix. Donc, soit c'est la touche à raboter, soit c'est le chevalet qui peut avoir besoin d'être refait aussi, puisqu'avec le temps, le chevalet peut se voiler un petit peu. En se pliant, la hauteur des cordes va baisser, et donc la corde va se retrouver à nouveau plus proche de la touche. Il va falloir redresser les cordes, donc redresser le chevalet. De temps en temps, on peut le redresser, de temps en temps, il faut le refaire. Donc ça, c'est des choses qu'on est amené à faire aussi régulièrement avec les musiciens. Et est-ce que c'est un réglage que tu peux faire à la demande si un musicien te parle par exemple d'une difficulté d'appuyer, que c'est un petit peu difficile, surtout dans les aigus, le fait de baisser le chevalet, ça rend l'appui des doigts plus facile, ou au contraire, il veut plus de dynamisme? Oui, complètement, on peut jouer là-dessus. Alors là, c'est pareil, c'est important de connaître l'instrument pour savoir si c'est un instrument qui a tendance à bouger facilement ou qui est très stable. Si c'est un instrument qui est très stable, en effet, on peut se dire, il va falloir qu'on baisse un petit peu le chevalet, parce que le chevalet a peut-être été fait au départ d'ailleurs trop haut, et le musicien s'en est pas rendu compte, et puis à un moment, il se dit quand même, il a essayé un autre instrument, il s'est dit que c'était beaucoup plus facile, donc peut-être qu'on va à ce moment-là baisser avec lui. Si c'est un instrument qui n'est pas stable, qui a une tendance à bouger facilement au niveau du manche par exemple, on va parfois attendre un petit peu qu'il se stabilise avant de toucher quoi que ce soit, parce que baisser le chevalet, c'est une chose, mais si l'instrument bouge de nouveau après et que la hauteur de corde n'est plus bonne, on ne peut plus revenir en arrière. Une fois qu'on a enlevé du bois, c'est trop tard. Tu peux pas mettre des cales en dessous? Alors, on peut mettre des cales. À l'atelier, on n'aime pas trop faire ça. Mais c'est vrai que ça peut se faire de temps en temps. À la limite, on préfère en effet que le musicien ait deux chevalets qu'on peut remplacer si vraiment il y a besoin, que de venir ajuster de temps en temps des cales en dessous du pied du chevalet. Ça c'est notre vision à l'atelier du montage, mais je sais que ça peut se pratiquer aussi. D'accord. Et c'est vrai que moi je vois vraiment une très nette différence entre
les réglages que je fais sur mon violoncelle et les réglages que je fais sur mes viols de gamme ou violoncelle baroque. C'est-à-dire que mon luthier, quand j'ai des problèmes avec ma viole de gamme, je peux aller le voir 2 fois par semaine pendant 6 mois et il y a toujours du travail. Alors qu'un violoncelle, on peut se dire que c'est quand même beaucoup plus stable. Enfin, la facture est quand même beaucoup plus nette. Le modèle, il n'y en a pas 17. Donc, est-ce que quand même, il y a des musiciens qui ont vraiment besoin de venir très souvent faire des réglages de manière justifiée? Comme je disais, l'instrument est vivant et ils vont réagir différemment d'un instrument à l'autre complètement. Donc, il y a des instruments, comme je disais, qui sont stables, qui ne bougent pas. Les musiciens font un réglage par an et ça suffit. Et puis, il y en a d'autres qui ont besoin de venir presque tous les mois. Alors, ceci dit, ça fait partie de l'approche qu'on essaie d'avoir avec eux, d'arriver à comprendre aussi pourquoi leur instrument est instable et avec le temps d'arriver à régler ce problème. De temps en temps, c'est possible, pas toujours. Et puis, il y a des musiciens aussi qui vont avoir, par exemple, une transpiration plus importante, avec une acidité dans la transpiration plus importante. Donc ces musiciens-là, ils vont avoir tendance à oxyder leurs cordes, par exemple, très vite. Ils vont avoir besoin de raccords de vernis plus fréquemment, parce que le vernis va s'user plus rapidement. Donc ça, c'est des musiciens qu'on va avoir très fréquemment à l'atelier. Pourquoi aussi? Parce que justement, à cause de ça, leurs instruments vont être amenés à se décoller plus rapidement que d'autres. Tous les musiciens ne sont pas égaux aussi face à la nécessité d'aller chez le luthier ou pas. Donc ça, c'est propre à chacun. Et puis il y en a d'autres qui passent juste pour le plaisir de venir nous voir. et on est ravis à chaque fois. Et puisque tu parles de vernis, bon, là on est d'accord, on touche à quelque chose de uniquement esthétique, ça n'a aucune influence sur le son, mais c'est quand même pas agréable d'avoir des petits pets de vernis, parfois même il y a un bout qui s'en va, donc ça aussi c'est quelque chose que vous faites pour les instruments. Et parfois il y a des violoncellistes un peu bricoleurs qui veulent faire ça eux-mêmes, bon, c'est pas non plus recommandé, on est d'accord? Non, c'est pas forcément recommandé. Nous, on utilise certains produits qu'on a l'habitude d'utiliser, des vernis qu'on a l'habitude d'utiliser, et on s'est retrouvé quelques reprises à devoir réparer des mauvaises restaurations qui avaient été faites soit par des luthiers amateurs, soit par les musiciens eux-mêmes. Et en réalité, ça nous prend beaucoup plus de temps que si on avait dû faire le travail nous-mêmes dès le départ. Donc nous, on déconseille quand même aux musiciens de faire ça tout seuls. Mais pourquoi ça peut être problématique si c'est mal fait? Parce que vous utilisez vraiment des vernis très spéciaux? Oui, on utilise des vernis très spéciaux. On utilise des pigments qu'on connaît aussi, dont on sait qu'ils vont être stables dans le temps. Par exemple, faire une retouche de vernis avec certains pigments, on sait qu'il y a des pigments qui vont changer de couleur avec le temps. Donc une retouche qui peut être bien au départ, elle va évoluer, elle va devenir très rouge en quelques années. Donc la réparation qui aura été faite, elle sera très visible en fait au bout d'un certain temps. Donc nous, les vernis, c'est des vernis qu'on fabrique nous-mêmes à l'atelier. On connaît les résines qu'on utilise, on connaît les produits qu'on utilise, on sait comment ils évoluent dans le temps. C'est des vernis qui vont être stables, qui vont pas se mettre à craquer, qui vont sécher correctement. Donc c'est important de laisser en général ça à des professionnels pour faire eux-mêmes faire la réparation. Tu ne peux pas trouver ça chez Leroy Merlin, quoi. Non. non, on déconseille en tout cas. D'accord. Alors il y a un autre truc dont je voulais te parler, c'était à propos des chevilles, parce que souvent quand on doit accorder avec les chevilles, on est beaucoup moins à l'aise qu'avec les vis du cordier. Et puis parfois on se retrouve avec des chevilles qui lâchent vraiment de manière récurrente. Donc il y en a qui disent de mettre de la craie, d'autres qui disent de mettre une sorte de pâte. De la pâte, il y en a qui disent surtout pas de pâte, parce que bon, c'est vrai que parfois les musiciens en mettent trop, du coup c'est voilà. Et puis parfois il y a un problème avec les chevilles et il me semble que c'est très très long en fait de travailler sur une cheville. Si on doit la et ça aussi, ça change beaucoup avec l'humidité. Oui, exactement. En effet, dès lors qu'il va faire humide, le bois va gonfler et les chevilles vont devenir plus difficiles à tourner. Elles vont avoir tendance à se bloquer, voire à se gripper, ou à cranter en tout cas. Si les chevilles en soi n'ont pas de problème, si elles sont bien faites, bien ajustées au trou, en théorie,
de la pâte, une certaine pâte, parce que c'est vrai qu'on n'utilise nous-mêmes pas toutes les pâtes ici à l'atelier, va suffire à graisser juste ce qu'il faut pour que la cheville se mette à retourner correctement sans lâcher. Là où on peut avoir des problèmes, c'est avec les chevilles anciennes particulièrement, qui soit ont été mal ajustées au départ, soit se sont déformées avec le temps, soit le trou s'est un petit peu ovalisé, soit la cheville en elle-même, si c'est un bois qui est mou par exemple, elle peut avoir tendance à s'être un petit peu déformée. Donc là, c'est plus complexe, il faut qu'on reprenne la cheville avec des outils spéciaux. Les chevilles sont relativement courtes, donc parfois c'est possible de le faire, parfois c'est plus possible de le faire, et à ce moment-là, il faut refaire un jeu de cheville sur l'instrument. De temps en temps, les trous de cheville eux-mêmes, avec le temps, sont devenus trop gros parce qu'ils ont été repris à plusieurs reprises. Donc là, c'est encore une autre opération. On va être obligé de reboucher le trou, de repercer et de refaire un jeu de cheville neuf. Tu peux reboucher un trou avec du bois? Avec du bois, ouais. On refait un cône qu'on va venir ajuster et coller dans le trou. On va venir le repercer, on va faire des raccords de vernis justement pour que ça soit le moins visible possible. Et on va réajuster un jeu de cheville neuf. Donc là, en théorie, on repart sur un jeu de cheville neuf qui est bien ajusté, il n'y aura pas de problème. Mais c'est vrai qu'avec les chevilles anciennes, ça peut être problématique avec le temps. Qu'est-ce que tu penses des chevilles crantées, des chevilles les chevilles mécaniques? Alors ça, c'est pareil, il y a plusieurs écoles. Est-ce qu'on pourrait se dire que c'est un progrès et que oui. Alors, ça résout c'est un progrès en soi. Les chevilles que j'ai pu utiliser... que j'ai vu utiliser sur les instruments, quand elles fonctionnent, ça fonctionne hyper bien. C'est hyper facile, hyper agréable pour le musicien. Je comprends que ce soit vraiment un plus. J'ai été amenée à avoir des mécanismes de cheville comme ça qui étaient anciens et qui, avec le temps, ne fonctionnaient plus aussi bien qu'au départ. Et là, ça peut créer d'autres problèmes. Le mécanisme des chevilles qui ont été montées il y a plusieurs années avec ce mécanisme-là. Juste quelques années. Okay. Quelques années. Et le mécanisme, à un moment, ne fonctionne plus. Ouais. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'on ne peut plus utiliser la cheville comme une cheville normale. Donc j'ai vu des musiciens avoir des vrais problèmes. Peu de temps parfois avant un concert, et là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la cheville est bloquée. Donc, on n'a pas encore, à mon sens, suffisamment de retours sur les années pour se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Moi, titre personnel, pour l'instant, en tout cas, à l'atelier, nous, on ne les utilise pas. Quand il y a des musiciens qui nous les demandent, ça peut nous arriver de les monter, mais en tout cas, de nous-mêmes, on ne va pas monter ces chevilles-là, parce qu'on n'a pas assez de recul, principalement. L'autre chose, c'est que, comme je l'ai expliqué aussi, toujours la même chose, le bois est vivant, il gonfle. Les chevilles normales, on va pouvoir les ressortir, les tourner, les réajuster lorsque le bois a gonflé. Ces chevilles-là, avec mécanisme, elles sont bloquées. Donc si la cheville est bloquée et que le bois gonfle, ça crée une tension au niveau du chevillé qui à terme pourrait être nocive aussi pour le chevillé. Donc pour l'instant, voilà, on n'a pas suffisamment de recul pour se dire c'est une bonne ou une mauvaise idée. On attend un petit peu de voir comment ça évolue, et peut-être des mécanismes qui vont être améliorés aussi avec le temps. Donc on attend de voir. Mais c'est vrai que c'est très agréable quand ça fonctionne. Une autre chose que je me demandais, c'est par rapport au violoncelle ou d'autres instruments, mais là on parle du violoncelle, mais violoncelle vraiment entrée de gamme. Les violoncelles qu'on peut acheter vraiment pas cher. Est-ce que c'est compliqué de réparer ou régler ou améliorer un instrument Est-ce que c'est plus compliqué ou est-ce que vous pouvez quand même faire quelque chose? Sur ces instruments qui sont achetés d'entrée de gamme sur Internet, alors j'ai envie de dire, il y a entrée de gamme et entrée de gamme. Il y a plusieurs instruments différents. C'est vrai qu'il y a des instruments de temps en temps qu'on nous apporte à l'atelier sur lesquels ça va être très compliqué. Alors pourquoi ça va être très compliqué? Parce qu'il y a trop de choses qui sont mal conçues sur l'instrument dès le départ. Et si on veut améliorer toutes ces choses-là, c'est un certain budget et on va dépasser très rapidement le budget du violoncelle. Après, il y a des instruments qui sont très bien, qu'on trouve sur Internet pour un montant acceptable. Par contre, c'est souvent des instruments qui sont mal montés.
justement, le chevalet n'est pas de bonne qualité, l'âme n'est pas de bonne qualité, les cordes qui sont livrées avec ne sont pas de bonne qualité. Et rien que ça, en fait, c'est des frais qui vont être très importants après pour le musicien. Donc on a acheté sur Internet un instrument à moindre frais, mais derrière, ce qu'il va falloir faire pour l'optimiser, finalement, on ne va pas forcément s'y retrouver. Bah oui, alors un chevalet et un jeu de cordes, déjà... Voilà, ça peut vite coûter assez cher. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on recommande, c'est d'acheter un instrument dans un atelier de lutherie où le montage aura été refait, où le jeu de cordes sera optimal. Et à ce moment-là, en tout cas, on sait à quel prix on l'achète et on n'a pas de mauvaise surprise derrière. Donc nous, on a tendance à recommander en tout cas aux musiciens de faire attention. En achetant sur Internet, on peut avoir des mauvaises surprises aussi. Bah oui, ouais. Oui. Parce qu'il y a même des instruments qui ne sont pas en bois massif. Et il y a des instruments qui ne sont pas en bois massif. Ça c'est vraiment pour les instruments vraiment d'entrée de gamme. Et encore une fois, le problème c'est que dès lors qu'on fait des choses dessus, ça va vite coûter très cher. Donc nous, on ne recommande pas aux gens d'acheter ces instruments-là. Et puis ces instruments-là ne vont pas sonner aussi bien que des instruments d'une qualité quand même supérieure. Donc il y a une frustration aussi chez le musicien souvent à jouer ces instruments-là. Certes, c'est un budget, mais de temps en temps, il vaut mieux en effet louer un instrument de meilleure qualité que d'acheter ces instruments-là. Et puis aussi louer le temps de savoir aussi ce qu'on recherche comme instrument. On va être plus en capacité de choisir son propre instrument quand on a pu essayer un instrument de bonne qualité pendant quelques temps que lorsqu'on a joué quelque chose qui n'était pas terrible en fait dès le départ. Et une autre question que j'avais, Sandrine, par rapport à... Voilà, on s'éloigne peut-être un peu du réglage de base, mais pour les gauchers qui veulent se mettre au violoncelle et jouer, du coup, je ne veux pas dire inversé, mais inversé par rapport au violoncelle standard, est-ce que c'est juste un réglage d'inverser les cordes et de prendre l'archet dans la main gauche, ou est-ce que ça va beaucoup plus loin ? Comment ça se passe ? Alors, c'est plus complexe que ça, en effet. Nous, on a été amenés à le faire récemment sur un violon, pour une jeune musicienne qui avait un handicap et qui ne pouvait pas jouer de manière standard sur l'instrument. Donc, on l'a fait il y a quelques années, en fait, quand elle a commencé le violon sur un petit instrument. On a basiquement inversé les cordes, refait un chevalet. Ça a été notre première approche à ce moment-là. Cette jeune fille, elle a dû changer d'instrument récemment et on s'est dit là, au moment du changement d'instrument, ce serait bien qu'elle ait quelque chose plus adapté. Puisqu'en effet, changer les cordes, c'est une chose, mais il y a cet instrument, comme on disait, qui était conçu de manière à ce que la barre d'harmonie soit côté basse et l'âme côté aigu. Et ça, on ne l'avait pas modifié sur le premier instrument. Donc là, on s'est dit, on va faire un vrai instrument pour gaucher. On a travaillé avec un atelier en Chine qui a fait pour nous un instrument à la taille demandée pour gaucher, parce qu'en effet, on n'en trouvait pas. Sur le marché, c'était très compliqué d'arriver à avoir un instrument d'une petite taille pour gaucher. On n'en a pas trouvé, donc on a l'habitude de travailler avec certains ateliers en Chine pour les instruments qu'on achète de temps en temps, qu'on fait faire. Et donc ils ont accepté de nous faire un instrument pour cette jeune fille, et elle l'a reçu là, il y a quelques jours. Et elle était très contente et ça fonctionne très bien. Parce que là, tu parlais de petite taille, mais dans les tailles entières, un violoncelle entier, pour gaucher, ça existe, on peut en trouver. Alors, on a honnêtement très très peu de demandes, nous, donc je ne suis pas assez renseignée sur la question, mais je sais que ça existe, je sais qu'il y a des luthiers qui ont déjà fabriqué des instruments pour gaucher. En général, c'est des demandes spécifiques, puisqu'il y a relativement peu de gens qui vont demander quand même ces instruments-là. En général, ils s'adaptent. En général, ils s'adaptent, oui. Mais quand il y a un handicap, en l'occurrence, et qu'il n'y a pas de possibilité d'adaptation, voilà, on est obligé de leur fabriquer un instrument pour gaucher. L'autre question que je me posais, c'est quand on fait aussi de la musique baroque et de la musique moderne, souvent, de temps en temps, on a le même violoncelle, mais on va changer les cordes sur le même instrument. Parfois même, on va changer le chevalet. Oui. Et donc, on va pouvoir
faire ce changement à peu près nous-mêmes, mais est-ce que l'instrument il est adapté à recevoir comme ça des tensions de cordes vraiment très différentes, des tempéraments différents? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ou c'est vraiment du bricolage? Alors c'est quelque chose qui se fait, mais qui n'est pas forcément recommandé, parce qu'en effet, les instruments n'aiment pas forcément qu'on joue avec la tension des cordes principalement. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des instruments qui vont très bien le supporter et des instruments qui ne vont pas du tout le supporter. Le musicien va passer en corde boyau par exemple, et quand il va revenir en corde métal, l'instrument va beaucoup moins bien sonner, en tout cas au départ. Il va falloir un temps pour que l'instrument se réhabitue au changement de tension. Donc il y a des instruments qui le tolèrent bien, il y en a qui le tolèrent moins bien. Dans la mesure du possible, on recommande d'avoir 2 instruments, oui. Un baroque et un moderne, un monté moderne, dans la mesure du possible évidemment. C'est pas toujours possible d'avoir 2 instruments, mais et sinon, en effet, il y a cette adaptation à faire, mais qui est un petit peu de l'ordre du bricolage quand même, comme on disait, parce que l'instrument n'est pas fait pour ça au départ, et parce qu'un instrument moderne est conçu un peu différemment d'un instrument baroque, notamment au niveau des histoires de tension. Le manche d'un instrument moderne est plus incliné, pour projeter plus. Donc il est conçu différemment de l'instrument baroque. Et donc on va pas avoir la même sonorité avec un instrument moderne baroquisé, comme on pourrait dire, d'un instrument réellement baroque, parce que conçu comme tel pour ça, pour cette musique-là. Mais un violoncelle qui a 100, 150 ans, ou même moins que ça, quelques dizaines d'années, a été joué avec des cordes en boyau au début, puisque dans les années 40, 50, il y avait encore les cordes en boyau. Ouais. Mais donc, du coup, aujourd'hui, on jouerait le même instrument avec des cordes modernes. C'est juste que l'esthétique de son a changé avec le temps, avec les années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est obligé d'adapter aussi à ce qu'on attend du son d'un instrument. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les instruments étaient montés en cordes boyau, mais c'était une autre sonorité qu'on recherche moins aujourd'hui. Certains musiciens cherchent encore, certains musiciens y reviennent d'ailleurs aux cordes boyau de plus en plus. On est dans une recherche de son propre au son du boyau. Mais c'est vrai que c'est encore différent d'avoir un instrument moderne monté boyau pour faire de la musique, entre guillemets, en tout cas classique, et de la musique baroque, donc jouer sur un instrument baroque vraiment adapté à ces compositions-là. Donc je regarde le violoncelle, je vois si on a rien oublié, je pense qu'on a fait le tour du propriétaire, mais on n'a pas parlé des pics. C'est vrai que il y a plusieurs sortes de pics et ça modifie beaucoup l'instrument. Il y a la pique qu'on connaît tous, qui est un morceau de métal normal qui sort. Mais moi j'ai une pique qui se pivote, il y a les piques torteliers, il y a des piques suédoises. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux proposer aux musiciens ou c'est plutôt lui qui vient avec une demande? Parce que les différences peuvent être énormes au niveau du son. Les différences peuvent être vraiment énormes et c'est vrai que la pique, ça fait partie des choses que j'observe quand un musicien arrive avec son instrument. Et j'essaye de voir s'il y a une possibilité d'améliorer le son de son instrument aussi avec une pique différente. De plus en plus, on travaille sur ces questions-là, d'alliage de matériaux différents pour la pique. Pendant un temps, les piques à la mode, c'était des piques en carbone, très légères. Là, en ce moment, on est en train de revenir sur des piques beaucoup plus lourdes, en tungstène notamment. Et c'est vrai que le son va énormément changer. Et donc, en fonction de ce que recherche le musicien, en fonction de la façon dont son instrument réagit à tel ou tel matériau au niveau de la pique, on va s'orienter dans un choix particulier. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant ce qu'on peut arriver à obtenir en termes de richesse sonore, des fois, sur un instrument. Donc là, on s'adapte, encore une fois, à l'instrument. C'est un instrument pour lequel on veut obtenir plus de timbre, on va utiliser telle pique. Un instrument qu'on veut éclaircir ou ouvrir, on va utiliser un autre matériau. La différence est 80% des fois
là en fait. Et là, tu parles des matériaux, mais il y a aussi l'angle. Il y a aussi l'angle. Alors l'angle, notamment avec les pics torteliers, ça c'est encore. Et je pense que c'est propre aussi à la tenue de l'instrument. C'est vrai que j'ai l'impression que l'instrument va sonner des fois différemment selon la façon dont il est tenu par le musicien. Mais c'est vrai qu'en général, les pics qu'on utilise vont être droites la plupart du temps. En tout cas aujourd'hui, il y a eu d'autres modes à d'autres moments, mais là les pics sont en général des pics droites. C'est vraiment le matériau qui va différer. Et rien qu'en changeant ce matériau-là, on va avoir des différences assez impressionnantes. Ouais. Donc ça, c'est des choses qu'on teste. Alors, soit le musicien arrive avec cette demande-là, il veut changer de pic, il veut tester parce qu'il a entendu dire qu'en effet il y avait des différences, soit nous on lui propose, il peut y avoir les deux possibilités. Merci beaucoup. Merci à toi. Parce qu'on a appris plein de choses et puis je trouve que c'est important ce que tu nous proposes de mettre en valeur non seulement tout ce qu'on peut faire au niveau technique sur le violoncelle, mais également toute l'importance que tu accordes à l'écoute du musicien, à l'accompagnement du musicien, à l'observation du musicien et la relation que tu peux avoir avec un musicien ou une musicienne. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Et non, c'est vrai que c'est très très important à mes yeux. Et puis on apprend continuellement en travaillant comme ça. Donc c'est très très important. En tout cas, un grand merci pour avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui, toutes tes informations. Je pense que ça aidera beaucoup de personnes qui nous regardent. Et puis, quant à vous, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires parce que Sandrine ou moi serons ravis de vous répondre. Sandrine, bonne continuation à toi. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Ciao à tous.